Europe 1, 6h45. Thomas Soto. Nous ouvrons le kiosque d'Europe 1 avec toutes ses plumes. Marion Calais pour les régions, Sophie Larmoyer pour l'international. Tiens, Véro qui est... Ah si, elle est là, Véro, pardon, devant la télé. Bonjour à toutes. Bonjour Thomas. Médias, l'exigence s'accroît. C'est ce matin la une de La Croix qui publie son baromètre annuel sur la confiance dans les médias. Résultat, une chute de leur crédibilité et de l'intérêt pour l'information. Alors allons-y, soyons transparents. Vous êtes 78% à penser que les médias ont un rôle très ou assez important dans l'élection présidentielle. 67% à penser que les journalistes résistent aux pressions des partis politiques et des pouvoirs. 58% seulement aux pressions de l'argent. Un peu plus d'un sur deux, 52% à trouver l'info-radio crédible. C'est 44% pour la presse écrite et 41% pour la télé. Bref, l'appréciation, c'est peut mieux faire. Pourtant, il faut croire Direct Matin qui titre le sommet de l'urgence à propos du sommet européen de Malte et il va se pencher sur le drame que constitue la crise des migrants à partir d'aujourd'hui. Sinon, vous trouverez encore beaucoup de Fillon dans vos journaux. Quel plan B se demande le dessinateur Rançon dans Aujourd'hui en France? Barouin, répond François Barouin. Bertrand, enchaîne Xavier Bertrand. Bocquier, tente Laurent Wauquiez. Bismuth, Paul Bismuth, hurle bras levé Nicolas Sarkozy. L'Humanité, sur le même sujet, s'interroge sur les vraies questions que pose l'affaire Fillon, une affaire qui fait vaciller la droite, nourrit le tous pourri. Plus que jamais, estime l'humain, la démocratie doit être revitalisée et l'argent muselé. François Fillon, encore en une du Figaro, mais avec un changement de ton assez net ce matin. Jusque-là, le journal se faisait l'impeccable porte-parole de la défense de François Fillon. Et bien ce matin, donc en une, les premiers doutes pointent. Fillon continue, la droite s'inquiète. Il n'est toujours pas parvenu à dissiper les doutes sur sa capacité à mener la campagne présidentielle, écrit le Figaro. Autre candidat dans le viseur, cette fois de l'opinion, c'est Emmanuel Macron. On demande le programme, s'impatiente le journal. Enfin, vous sentez peut-être, Julie, absolument débordée. Vous entendez en permanence autour de vous « Ah non, là j'ai vraiment pas le temps, j'ai carrément la tête sous l'eau si tu savais. Oui. » Alors lisez Aujourd'hui en France si vous sentez concerné. Méfiez-vous des apparences. Des chercheurs américains se sont aperçus que plus on donne l'impression d'être overbooké, mieux on est perçu socialement. C'est un peu « je suis occupé donc je suis important ». Conclusion, vive la glandouille. D'ailleurs, moi je m'arrête et je vous laisse bosser. Marion Calais, 3 dans la presse quotidienne régionale, s'il vous plaît. Vive la glandouille. Non mais il est fou. Marion Calais, pardon. Avec dans la dépêche du midi une école de la discorde, un établissement musulman dont la fermeture a été ordonnée par la justice le 15 décembre dernier pour des enseignements non conformes et qui pourtant reste ouvert. Une petite quarantaine d'élèves y restent scolarisés. Coup de pouce à la garde d'enfants dans les Hauts-de-France. C'est à la une du Courrier Picard. 20 € par mois. Décision du Conseil régional hier lors d'une séance où l'affaire Fillon était sur toutes les lèvres. Et puis des professionnels parés. Alors que les vacances d'hiver commencent ce soir pour la zone C, Vaucluse Matin évoque une fréquentation en hausse en montagne et ce, malgré des conditions d'enneigement inégales. Ouais, ça veut dire qu'il manque un peu de neige, oui. Mais on y croit, ça devrait neiger dans les jours qui viennent. L'histoire du jour, c'est celle d'une église qui se lève tôt et qui ne s'arrête jamais en quelque sorte, elle aussi. Mais oui, à Notre-Dame de Consolation à Lille, c'est un peu comme à Europe 1 finalement. Il y a toujours quelqu'un dans les murs. En tout cas pour eux, à partir de ce week-end où des fidèles vont prier 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Bah, dis donc. C'est l'adoration perpétuelle. Une première à Lille, mais déjà pratiquée par exemple à Montmartre à Paris et dans une trentaine de lieux en France. Ils sont près de 200 volontaires à se relayer comme ça dans une petite chapelle avec accès sécurisé et digicode la nuit. Jusque-là, et depuis 4 ans, ils se relayaient du dimanche soir au vendredi soir. Désormais donc, ce sera toute la semaine. On a senti un vrai besoin, dit la coordinatrice du projet. Il y a tout type de personnes, du chômeur au professeur, de l'étranger à l'étudiant. Pour le diocèse de Lille, c'est aussi une réponse au pape François qui a invité les fidèles à reprendre l'activité de prière. Le voilà donc exaucé. Voilà donc pour la prière 24/7. On regarde la presse internationale avec vous, Sophie Larmoyer. Presse qui témoigne notamment d'un fort regain de violence dans l'est de l'Ukraine où régnait pourtant une trêve qui était plutôt stable depuis le décembre dernier. Oui, c'est par exemple le site du quotidien ukrainien Kiev Post qui titrait hier combat à Avdiivka, épicentre de l'escalade majeure de la guerre de la Russie. Cette ville, c'est un point stratégique de l'est du pays, à 10 km du bastion rebelle séparatiste de Donetsk. Elle est tenue par les troupes ukrainiennes, mais dimanche, cette relative stabilité a volé en éclats. Soldats ukrainiens et rebelles pro-russes s'affrontent à coups de roquettes et d'obus de mortier. Alors chacun se renvoie la responsabilité, évidemment. Des combats qui ont déjà fait 23 morts en 5 jours, et parmi les victimes, il y a des civils, Sophie. Ouais, les habitants évacuent sous les tirs d'obus, explique le Kiev Post, qui montre
des gens monter dans un bus ou d'autres faire la queue pour avoir une gamelle chaude d'une sorte de bouillie, car la population fait face à des pénuries alimentaires, pénuries également d'eau courante et de chauffage, parce que les infrastructures ont été endommagées. Or, il fait moins 18, moins 20 en ce moment. Au pic de violence s'ajoute donc une crise humanitaire. Alors évidemment, on se demande toujours dans ce cas-là qui a commencé, la faute à qui? Vous le disiez, les deux camps se renvoient la balle et s'accusent mutuellement d'avoir ouvert les hostilités. Et le quotidien britannique Le Guardian, sous la plume de son correspondant à Moscou, il consacre un article et note que c'est le premier test face au désir affiché de Donald Trump que les États-Unis aient de meilleures relations avec la Russie. Un test qui a connu un premier élément de réponse hier soir, tard dans la soirée d'ailleurs. Effectivement, premier signe guetté par tous, qui a été donné depuis l'ONU à New York par la toute nouvelle ambassadrice de l'équipe Trump. Et ce signe, il est clairement en faveur de l'Ukraine. Nikki Haley a condamné les actions agressives de la Russie et indiqué que les sanctions contre Moscou resteraient en place jusqu'à ce que la Russie redonne le contrôle de la péninsule de Crimée à l'Ukraine. Ah oui. Des déclarations qui ont dû provoquer un énorme ouf à Kiev et parmi les dirigeants européens réunis en sommet à Malte. Et ça prouve une nouvelle fois que depuis 15 jours, Trump n'est jamais où on l'attend. Mais c'est incroyable, parce que là, lui qu'on dit tellement pro-Poutine, qui nomme une ambassadrice à l'ONU qui est pro-ukrainienne. Très étonnant. On allume la télé ce soir. Non, attendez, ce soir, il y a la radio aussi qu'on laisse allumer, 19h, les carnets du monde. Oui, les carnets du monde. Justement, on reviendra sur le décret anti-immigration de Trump et on donnera la parole aux victimes de ce décret dans la rue arabe, les Iraniens de Los Angeles et puis les sans-papiers qui se disent qu'ils sont les prochains sur la liste. Donc on écoute les carnets du monde à 19h et ensuite on allume la télé, les trésors cachés des variétés. C'est sur France 3 à 20h55 et c'est votre conseil du jour, Eva Rock. Oui, à la fin des années 60, vous savez, les variétés à la télé, c'était soit les shows rigolos des Carpentiers, soit les shows avec effets spéciaux de Jean-Christophe Averty. L'émission, c'est un acte d'amour, c'est pas seulement passer à la caisse après l'avoir faite, c'est un acte d'amour, c'est un acte créateur, c'est comme on fait l'amour, exactement. La télévision, c'est ça pour moi en tous les cas. Et il adorait la télévision, Jean-Christophe Averty. Alors de Brassens à Johnny, de Gainsbourg à Yves Montand, ils ont tous accepté de participer à ces mises en scène. Des émissions qui étaient d'abord dessinées sur papier, qui étaient imaginées comme des sortes de tableaux vivants et que Mireille Dumas a exhumé des archives pour ce documentaire. Alors vous le verrez, il y a du Andy Warhol chez Averty. Ah oui, mais vraiment des mises en scène. D'abord, il a un grand sens de la pop culture. Les mises en scène sont très graphiques. Les chanteurs évoluent dans les tableaux de Dali, de Picasso. C'est d'une modernité incroyable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas ça aujourd'hui. Et il y avait une règle immuable, c'était le playback. Ayant horreur de la musique en direct car elle n'est jamais bien enregistrée, je suis un fanatique du playback. Autrement dit, une télévision en direct est toujours du mauvais son. On n'entend rien et on voit vraiment quelque chose de beau. Pas l'air commode, Exactement, c'est ce que j'allais vous dire. Vous avez compris, il avait du caractère et c'est Françoise Hardy qui a tourné avec lui qui le raconte très bien. C'était lui la vedette. Ce n'était pas les chanteurs qui l'invitent à venir. Je savais que j'allais passer un moment extrêmement original. Silence au plateau! Avec quelqu'un qui, en effet, par moments, avait des énervements. Mais pour moi, ces énervements, ça me faisait rire plutôt qu'autre chose. Quand je vous parle, écoutez-moi les caméras, je vous dis d'élargir, faites-le, nom de Dieu! Oh là. Alors c'était quand même... le documentaire ne revient pas que sur les colères d'Averty. C'est vraiment... C'est un régal. Il va faire peur aux enfants ce soir à la télé, c'est un régal. C'est 2 heures de pépites télévisuelles qui sont entrecoupées évidemment des interviews provocatrices d'Averty, dont le credo était quand même la fantaisie et la liberté. Moi qui déteste dire c'était mieux avant, là je dois le reconnaître, pour les émissions de variété, vraiment, c'était mieux avant. Merci Natacha Polony. Il fait penser à Jean-Pierre Mocky avec ses Oui, c'est vrai, c'est vrai. Dis donc, on en parle à l'imparfait, il est vivant. Il a 88 ans. C'est ça. Averty. Et comme on dit, une bonne soirée Averty en vaut deux. Voilà, c'était facile, il fallait la faire.